bien, donc c'est une conférence sur la mobilisation et on a décidé de commencer par la parole de la communication. Et du coup, la question pour moi, c'est de débuter cette grande question qui, in fine, est la mobilisation, mais en vous montrant en fait en quoi et pourquoi la communication est un levier majeur de toutes ces questions qui se posent. Alors, on est bien d'accord que dès lors que l'on parle d'environnement en général, on est sur des questions qui sont essentielles, qui peuvent être extrêmement techniques, qui relèvent souvent de questions transversales et interdisciplinaires, comme la climatologie, les géosciences. Enfin, on est sur différentes disciplines qui se croisent. Et en fait, la question déjà, c'est pourquoi est-ce que la communication dans toutes ces questions qui se posent à la société aujourd'hui est essentielle. Ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette courte introduction, c'est parce qu'en fait, dans ce contre-la-montre que l'on joue par rapport à toutes ces questions qui relèvent du développement durable, du changement climatique en général, les changements de comportement à tous les niveaux, qu'il s'agisse du citoyen, qu'il s'agisse des éco-gestes chez soi, mais aussi en tant qu'électeur, en tant que consommateur, passe souvent par la communication et que la communication, dans ces cas-là, est un levier majeur qui peut être un levier de blocage, et on va le voir, un levier qui a coincé certaines choses, mais qui aussi est un levier hyper puissant, en fait, en termes de changement de comportement et pour adopter de nouvelles pratiques. Donc, d'où cette question, d'où aussi le fait que l'on commence par cette intervention. Et donc, je vais focaliser ce rapide état des lieux par une question essentielle qui est essayer de comprendre ce que l'environnement provoque chez nous en tant qu'être humain comme blocage et comme levier et voir en quoi ça peut être nécessaire et vital à l'avancée de cette idée qui nous interpelle tous. Donc l'environnement, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et il me semble que c'est en regardant profondément d'où cela vient et en fait, quelles sont les valeurs, quelles sont les idées que cela comporte. C'est en regardant donc aux racines que l'on comprend aujourd'hui quels sont les blocages et aussi quels sont les leviers en termes de communication. L'environnement a 50 ans d'histoire à peu près, enfin le développement durable a plus de 50 ans d'histoire, mais les racines du développement durable sont beaucoup plus anciennes. En fait, ce sont plusieurs idées qui ont convergé et qui se sont coalisées, qui sont rentrées en cohérence et en résonance les unes avec les autres à partir des années 60. Mais elles contiennent elles-mêmes un certain nombre de pensées, une certaine forme de voir les choses qui, du coup, va conditionner aujourd'hui les comportements que l'on a et surtout la façon dont on écoute l'environnement. Donc, 50 ans d'histoire, c'est à la fois très peu au regard de l'histoire des idées en général, mais c'est aussi très rapide par rapport au changement de comportement. Si on considère le développement durable, en fait, comme un changement de paradigme, et que l'on considère que c'est des idées qui se sont inscrites dans un paradigme dominant qui pourrait être qualifié de néolibéralisme ou de capitalisme, on est finalement sur des idées qui vont bousculer un ordre des choses et qui ont eu très peu de temps pour le faire. Et finalement, ce dont on se rend compte dans ce cas-là, c'est qu'on est face à deux visions du monde concurrentes, face à de l'incertitude, face à de l'urgence, face à des crises, et que dans ces cas-là, et donc il y a de nombreux auteurs pour le démontrer, et le principal, je pense, c'est Thomas Kuhn, notre choix, ce qui fait que l'on va obéir à qu'on va accepter certains changements de comportement, que l'on va penser et voir d'une manière différente, en fait, va se baser sur des questions de perception, sur des questions de choix, presque de croyance. On est sur quelque chose qui relève à la fois d'une logique et d'une rationalité, mais aussi des émotions et de l'irrationnel. Et ça va se traduire par la communication. Donc finalement, ce que l'on observe et ce que je vais essayer de vous montrer là très rapidement, c'est qu'on réagit par rapport aux grandes questions qui se posent aujourd'hui, aussi par rapport à une grille de lecture qui est relativement nouvelle, qui est baignée dans l'incertitude et dans l'urgence, et qui finalement est conditionnée par ce qu'on appelle des socles cognitifs et des représentations sociales qui nous viennent quand même d'assez loin. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de représentation sociale et d'idées, de valeurs qui vont conditionner en fait nos choix par rapport au développement durable? On a déjà
une première racine qui nous vient de tout ce qui relève de la durabilité, de tout ce qui revient de la conception des limites et qui est très ancienne, qui vient en fait de la gestion des forêts, qui s'est rapidement posée à l'humanité via des réflexions concernant l'impact de l'homme sur les terres agraires, sur sa capacité agricole à nourrir une population qui était de plus en plus grande. On parle de démographie, et qui très vite, dès les années 1909, a parlé de droit de la vie aux générations futures. Et celui qui en a bien parlé, par exemple, c'est Roosevelt en 1909. Donc, on est sur cette capacité de limite. Or, face à cela, on est sur des notions de progrès, on est sur des notions de croissance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Par ailleurs, et à peu près de manière dans les années donc, du XVIIIe siècle, XIXe siècle, c'est la suite de Darwin, c'est son élève Hunkel, on arrive sur une nouvelle science qui émerge et qui considère les écosystèmes, l'écologie et l'environnement. Et en fait, ça va aussi contrarier un socle fondamental pour le monde judéo-chrétien, qui est le fait de considérer l'homme au centre de tout. Là, d'un seul coup, avec cette nouvelle pensée, on parle écosystème, on parle lien entre espèces, l'homme n'est qu'une espèce parmi les autres, et très vite, on a donc cette idée que c'est une espèce invasive et très invasive, voire dévastatrice. Donc on a quelque chose qui est moralement à l'opposé également de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Et puis, alors de manière beaucoup plus tardive, mais qui s'est mélangée à ces deux premières idées qui vivotaient chacune dans son monde, l'idée de croissance et de développement, avec clairement la remise en cause par les pays en voie de développement du modèle de croissance qu'avaient adopté les pays développés. Et ça, c'est une conception et une portée plutôt économique, plutôt sociale, et qui a émergé en fait quand on a commencé à parler de colonisation et de décolonisation, et qui s'est finalement entendu de plus en plus au niveau de l'ONU. Et c'est dans les années 1960, après un certain nombre d'alertes, notamment le livre de Rachel Carlson sur Silent Spring, sur la biodiversité et l'impact des pesticides, etc. C'est finalement dans les années 60 et 70 que ces trois idées qui venaient de trois univers très divergents et qui, vous le voyez, étaient chacun un peu en rupture par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre et à comment on se positionne par rapport aux autres et par rapport à la nature, ces trois idées ont convergé et ont fini par créer ce que l'on va appeler alors éco-développement humain, environnement, puis un jour développement durable en 1980. Et ça s'est fait en fait par à-coups. C'est-à-dire qu'on situe en 1972 la première réunion qui pose à l'ONU, à Stockholm, le premier sommet de la Terre et qui pose ces questions d'environnement, de développement et en même temps d'économique et de social. Et on va avoir en fait une sanctuarisation tous les 10 ans où on voit cette idée qui va évoluer de sommet en sommet. Mais parallèlement à ça et dans l'opinion publique, en fait, on a des chocs dans l'opinion publique. Et donc, on peut dire que finalement, ce qui est aujourd'hui le développement durable, l'environnement de manière plus large, la transition, vous voyez qu'on est encore sur une notion qui n'est pas complètement stabilisée, en fait, est venue aussi par des crises en termes d'opinion publique. On entend parler de toutes ces thématiques lorsqu'on voit la première catastrophe maritime du Torrey Canyon, lorsque finalement les questions de biodiversité sont posées et de chute des espèces en 1968, vous voyez que ce n'est pas tout jeune comme constat scientifique. On prend aussi conscience que notre Terre a des limites lorsqu'on voit l'homme marcher sur la Lune en 1969, et puis on entend des problèmes qui sont des problèmes énormes, invisibles, inaudibles, auxquels il va falloir donner des mots et que l'on va relier à une forme de croissance. Donc, les gaz à effet de serre, les pluies acides, les réchauffements climatiques, etc. Donc, c'est par les crises que l'environnement arrive. Et finalement, quelle est la réponse en termes de communication que l'on va y apporter? On va le traiter comme un problème politico-économico-social en essayant de le mesurer, en essayant de le labelliser, en essayant en fait de le rendre instrumental via les ODD, via ce qu'on va appeler la Corporate Social Responsibility. Et puis, en parallèle, on a réagi aussi par un discours qui soit sublimer la nature, soit au contraire accentuer la faute de l'homme anthropocentré, et vous pouvez le voir notamment dans les trois affiches que je vous mets là. C'est-à-dire que dans l'espace public, quand on entend parler de développement durable, on l'entend de manière très technique et très macro, ou alors on l'entend de manière très morale.
en voyant la chute des espèces, en voyant le 7e continent, en admettant que l'homme, en fait, a une grosse faute par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est que on a face à ça une capacité à agir. Et il y a très très peu de temps, la semaine dernière est sortie une étude qui nous montre qu'en tant qu'individu, en fait, on aurait en gros 30% de marge de manœuvre, mais en fait 70% de ce qui relève des choses qui pourraient être faites pour lutter contre tout cela relève en fait de la puissance publique ou relève des entreprises. Et par rapport à tout ce contexte-là, il est très difficile de se positionner. Alors que se passe-t-il? On a des biais. Humainement, on a des biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, en fait, c'est privilégier les informations qui confirment les idées préconçues. Et vous voyez que le développement durable dérangeait dans notre nature profonde la façon dont on se place par rapport aux autres. On a aussi des biais de négativité, qui est une distorsion et une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle à partir du moment où on arrive sur des choses qui sont difficiles à comprendre en termes d'échelle, ou simplement visible. Hein. Et puis, on a des biais de complaisance aussi, et sans doute d'autres. Hein. Il y aura Fabien Girandola qui parlera après moi, qui le fera sans doute beaucoup mieux que moi là-dessus. Donc, au final, que se passe-t-il? Le message ne passe pas, en tout cas passe mal. Alors, il est là, il est présent, et je pense que Magali Payen vous en parlera tout à l'heure, mais pas à la vitesse à laquelle on souhaiterait. Et c'est le problème, c'est qu'on est dans une course contre la montre, on est dans un sentiment d'urgence et d'incertitude. Et du coup, ce qui est intéressant en communication, c'est de se pencher sur les blocages. Donc là, je vous ai mis rapidement les 7 familles que j'avais trouvées dans un document qui a été édité par Euromed Management et des enjeux et des hommes, et qui mesure bien. Hein. On a les manichéens, c'est la faute aux autres, c'est aux autres d'agir. Les relativistes, c'est toujours très compliqué, pourquoi agir? Les aquabonistes, à quoi bon? De toutes les manières, c'est trop tard. Bref, on a de multiples freins qui font que les individus, en fait, ont du mal à se projeter et à rentrer dans le changement de comportement. Alors, les pistes que l'on a actuellement en termes de communication, et pour terminer rapidement, juste pour planter les débats, quitte à provoquer un peu, c'est qu'en fait, on a un problème de vue. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on regarde globalement la communication qui s'est faite depuis 50 ans, c'était soit trop grand, soit macro, soit trop petit, invisible, et on avait des problèmes de décodage. On a aussi des problèmes d'écoute. On a des problèmes d'écoute de la parole scientifique, de mise en doute. Alors, je ne parle pas des stratégies d'intérêt et de lobbying qu'il peut y avoir. Je parle d'un individu classique courant et qui essaierait de comprendre ce qui se passe et ce qu'on lui dit d'un point de vue scientifique. On a aussi des problèmes d'écoute parce que c'est un temps long et aussi un temps très court. Et on a du mal à s'ajuster. On a des problèmes d'échelle et des problèmes de bruit aussi. Et ça, je veux dire, les réseaux sociaux sont à la fois un formidable levier, mais c'est aussi une source de bruit par rapport à tout ce qui relève de l'environnement et du développement durable. Et puis, pour terminer, on a un problème d'imaginaire. On a un problème d'imaginaire parce que c'est difficile d'être familier avec ce que l'on dit, de se projeter et de rêver. Et les bonnes nouvelles, c'est que quand même, actuellement, on est en train de voir émerger une forme de communication qui est une forme de communication de petits pas, de chacun sa part, du quotidien, du proche. On a une forme de communication de l'accessible et du faillible aussi qui est en train d'émerger. Et c'est celle qui, actuellement, me semble parmi les plus prometteuses, en tout cas les plus nouvelles. Donc, je m'arrête là parce que je pense que les autres conférenciers vont en parler beaucoup mieux que moi et j'espère que ça vous a ouvert l'appétit. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poster dans le chat si... Au pire, et comme ça nous permet de gérer le temps de manière plus fine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner les interventions et on collectera toutes les questions qui se feront jour au fur et à mesure. Et chaque intervenant répondra aux fonctions des questions qui lui sont adressées. On va donc passer à notre second intervenant, Fabien Girandola, donc, qui est enseignant-chercheur en psychologie sociale, qui est professeur des universités ici d'ailleurs, qui est professeur des universités à Aix-Marseille Université au sein du département de psychologie sociale et du travail. Il est entre autres
Alors je vais très vite, hein, directeur adjoint du labo de psychologie sociale d'AMU. Il a des missions, il est chargé de mission auprès du ministère des Solidarités et de la Santé, chargé de mission et d'expertise auprès de l'INSERM. Ses recherches, et là aussi c'est très rapide, il m'en excusera, portent donc sur la psychologie sociale du changement climatique, sur la psychologie sociale de la communication, sur les nudges, les dissonances cognitives, l'influence sociale, les changements de comportement et l'engagement. Et donc, d'où l'objet de son propos aujourd'hui sur la communication engageante. Je lui cède la parole. Bien, merci David pour cette présentation. Merci à toi aussi Céline pour cette présentation qui introduit, on va dire, un petit peu le type de communication que je vais présenter. Donc effectivement, comme David l'a précisé, je suis professeur de psychologie sociale et je vais vous présenter, on va dire, la communication engageante. La communication engageante qui a été développée en psychologie sociale déjà depuis une vingtaine d'années. Céline, je crois que c'est toi qui dois passer les diapos, donc tu peux passer la première diapo. Voilà. Alors, Céline a commencé à en parler un tout petit peu à la fin de sa communication. Il existe un corpus de recherche en psychologie sociale qui montre en fait que l'information peut bien sûr changer les connaissances, peut modifier les connaissances, peut modifier les attitudes, peut modifier bien notre perception des choses éventuellement, mais le plus souvent on a un petit peu de mal à changer les comportements. Et donc ces comportements-là ne s'expriment pas souvent, on va dire, en cohérence avec l'information que l'on peut avoir dans la tête. Et en psychologie sociale, surtout, on remet en cause le présupposé selon lequel il faut agir sur les idées et puis les actes suivront. Diapo suivante, s'il te plaît, Céline. Alors, je prendrai quelques exemples, alors 2 exemples parmi une multitude d'exemples issus de la littérature en psychologie sociale. Par exemple, l'étude de Bickman. Alors, ce sont des études qui datent déjà un petit peu qui sont des années 70, mais qui ont été répliquées un nombre de fois conséquent, puisque en psychologie sociale, on réplique nos expérimentations donc pour les solidifier, pour solidifier les résultats. Et donc, Bickman, déjà dans les années 70, s'est rendu compte qu'il y avait certaines incohérences entre ce que les gens pouvaient penser et ce qu'ils faisaient réellement. Par exemple, si on demande à certaines personnes si elles sont toutes d'accord pour ramasser les papiers par terre ou faire attention de ne pas jeter les papiers par terre, quasiment tout le monde va vous dire, ici 95%, quasiment tout le monde va vous dire oui, moi je suis d'accord pour faire attention à mon environnement, je suis d'accord pour ne pas souiller mon environnement et donc je suis d'accord pour ne pas jeter les papiers par terre. Or, lorsqu'on met ces mêmes personnes en situation, Céline, s'il te plaît, tu peux appuyer. Voilà, lorsqu'on met en situation ces personnes, eh bien, juste 2% réalisent ce comportement, le comportement de ramasser les papiers qui sont par terre. Donc déjà là, on a un décalage qui est assez, on va dire, même très intéressant d'un point de vue de la recherche, mais aussi d'un point de vue très factuel. D'un côté, on a 95% de gens qui vous disent, de personnes qui vous disent, ben oui, finalement, c'est très bien de laisser propre l'environnement. Et de l'autre côté, une fois qu'on met en situation ces personnes-là, eh bien, simplement 2% le font, effectivement. Donc déjà, là, vous voyez qu'il y a une incohérence entre ce que les gens pensent et ce qu'ils peuvent faire. Hein. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Idem en matière de changement climatique, et Céline l'a évoqué tout à l'heure, hein, donc je reprends la photo en fait de l'ours blanc polaire, hein, vous savez, c'est une photo qui est vraiment très symbolique, et c'est une photo que l'on met souvent pour sensibiliser les personnes au changement climatique. Enfin voilà, c'est une photo très vivide, très symbolique. Et donc là aussi, on observe, on va dire, un changement de comportement. Tout le monde va vous dire que le changement climatique, c'est très important, qu'il faut faire attention. Alors on a des scores extrêmes, 97%, 99% des gens vous disent il faut faire attention au changement climatique, il faut faire attention en tout cas de ne pas aller plus vite que la nature. Mais là aussi, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces personnes-là qui ont, on va dire, qui sont toutes d'accord, qui sont d'accord pour dire qu'il faut faire attention, est-ce que ces personnes-là vont mettre en œuvre les comportements appropriés, vont mettre en œuvre les comportements
en cohérence avec ce qu'ils viennent de dire ou d'affirmer sur la prévention du changement climatique. Diapo suivante aussi. Alors, je vais me permettre de vous présenter un petit peu ce à quoi nous avons pensé. Alors, quand je dis nous, c'est qu'il y a plusieurs chercheurs derrière. Donc là, j'ai mis 2 références, mais ce ne sont pas les seules références qui ont pensé ou fabriqué la communication engageante. Et je vous présenterai en fin de communication un petit peu les collègues chercheurs qui travaillent aussi sur la communication engageante. Alors, la communication engageante, c'est un concept qui est issu vraiment des sciences Infocom, hein, puisque le premier texte date de 2001 et a été publié dans une revue Infocom. Ça, je tenais à le souligner. Après, le paradigme a été repris par les psychologues sociaux, notamment par Robert Vincent Joule, dès 2001, qui a beaucoup travaillé donc, sur la communication engageante, et donc avec Françoise Bernard aussi. Et donc, moi, je m'inscris et j'ai fait pas mal de travaux là-dessus, sur cette perspective qui lie en fait 2 grands champs théoriques de la psychologie sociale. D'une part, la communication persuasive, telle que nous pouvons tous et toutes la connaître. La communication persuasive, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et un autre champ qui est vraiment très important en psychologie sociale, qui est le champ de l'engagement. C'est-à-dire comment va-t-on engager progressivement des individus dans un comportement, dans plusieurs comportements ou dans des actes, ici favorables donc, à l'environnement. Et dans cette intersection entre communication persuasive et engagement, eh bien, a fait naître le paradigme de la communication engageante. Je vais me permettre de présenter donc ce paradigme. Alors, le paradigme, premier point, est basé sur la théorie de l'engagement. La théorie de l'engagement a été travaillée par 2 chercheurs, dont Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, depuis les années 80. Et en gros, l'engagement, c'est d'amener progressivement les individus à s'impliquer, à s'engager dans des comportements, on va dire, peu coûteux, et qui deviennent par voie de conséquence, de plus en plus coûteux. Donc, on va leur demander dans un premier temps de réaliser un acte préparatoire, un comportement peu coûteux. Ce peut être, par exemple, acceptez-vous de remplir un questionnaire, et ensuite leur demander quelque chose de plus coûteux. Donc ça, c'est un acte engageant qui va progressivement déterminer un petit peu les comportements futurs des individus. Et là, je vais y revenir dans les diapos suivantes. Donc, l'idée dans l'engagement, c'est d'obtenir, comme je viens de vous le dire, des petits actes peu coûteux. On appelle, dans notre jargon psychologique, cela des actes préparatoires. Et ces actes préparatoires vont rendre plus probable la réalisation d'actes ultérieurs. Et ça, c'est très important. Parce que si on demande quelque chose de très coûteux tout de suite à quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne-là vous dise « non, je ne peux pas ». Bien. Par contre, si on l'engage progressivement dans un cours d'action, on demande peu dans un premier temps, un petit peu plus dans un second temps, voire un petit peu plus dans un troisième temps, eh bien, on arrive progressivement, de cette façon-là, à ce qu'elle réalise, cette personne-là, des actes beaucoup plus coûteux. Ce peut être, par exemple, trier, ce peut être recycler, ce peut être prendre le bus plutôt que la voiture. Et donc, ce principe-là, c'est le principe du pied dans la porte. Vous voyez bien l'image, le pied dans la porte, c'est demander peu, on met le pied dans la porte, demander peu pour faire plus. Oui, tu peux y aller, Céline. Et donc, dans notre cas, donc, on a la persuasion, qui est aussi très importante, la communication persuasive qui est très importante. Alors Céline l'a esquissé tout à l'heure, il n'est pas question pour nous de remettre en cause tout ce qui est persuasion et communication persuasive et communication tout court. Au contraire, c'est une des bases de la communication engageante. Ce qu'on dit simplement, c'est que peut-être il va falloir qu'on ajoute quelque chose à cette communication-là, c'est l'engagement. Alors, la persuasion et la communication persuasive, on va travailler en psychologie sociale sur des variables qui sont, on va dire, tout à fait classiques. On va s'intéresser à la source, qui parle, qui va délivrer le message, qui va transmettre le message, et qu'est-ce qu'on va transmettre dans ce message? Le canal, comment on va transmettre ce message? Est-ce qu'on va transmettre ce message par voie de presse, par Internet, par
par les journaux, par les articles scientifiques, par la télé, etc. Et la cible. Hein, est-ce qu'on s'adresse à des jeunes, à des ados, à des âges moyens, à des seniors, etc. Donc, on reprend en compte toutes ces variables-là, qui sont issues de la littérature en psychologie sociale, sur lequel on a un corpus maintenant qui est énorme, puisque ce sont des recherches qui remontent aux années 50, voire après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est un petit peu expert sur deux champs de recherche, à la fois donc une expertise sur l'engagement et là, donc sur la persuasion. Donc voilà les questions qu'on se pose lorsqu'on travaille en communication engageante. Je viens de le dire, mais donc quelles sont les bonnes informations à transmettre? Quels sont les meilleurs arguments à mettre en avant? Quels sont les meilleurs canaux, outils, supports immédiats? Et on ajoute à cela donc une question qui va amener un petit peu, qui va préparer les individus à l'engagement. C'est qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Qu'est-ce qu'on va demander à ces personnes-là, dans un contexte de liberté, on ne les force pas, mais qu'est-ce qu'on va demander à ces personnes-là de peu coûteux pour qu'elles s'engagent progressivement. Et en fait, l'idée, c'est que la communication est plus efficace lorsque les informations diffusées sont précédées de l'obtention d'un ou de plusieurs comportements préparatoires. Donc, on engage et après, on communique. C'est un petit peu ça. 2 mots encore sur les actes préparatoires. Voilà, vous avez des exemples d'actes préparatoires. Par exemple, ça peut être remplir un questionnaire, hein, qui n'a jamais rempli un questionnaire dans la rue et qui après se voit adresser une demande. Ce serait peut-être aussi réfléchir à des slogans, accepter de poser des autocollants ou discuter en groupe. Alors, de plus en plus maintenant, on travaille sur tout ce qui est le nudge et le nudging. On a aussi beaucoup de demandes en termes de nudge, c'est-à-dire comment créer des nudges, comment faire en sorte de réfléchir ou de créer des nudges et essayer d'imbriquer ces nudges, ou en tout cas de travailler ces nudges à l'intersection de la communication engageante. Tu peux passer. Alors, la communication engageante se décline on va dire, dans des sous-paradigmes. On travaille beaucoup maintenant sur la communication engageante numérique et technologique, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire de la communication engageante sur le terrain. On va voir les gens, on les approche, on les accompagne, mais aussi, et de plus en plus maintenant, on travaille sur des plateformes numériques. Sur le web, par exemple, ou des plateformes que l'on construit et sur lesquelles on va développer des systèmes de support susceptibles de changer le comportement des individus. Donc, je me suis permis de lister un petit peu les personnes et les anciens chercheurs avec lesquels on travaille le plus souvent. Donc, Françoise Bernard, que vous connaissez très sûrement, Didier Courbet, qui est donc dans la salle, Marie-Pierre Fouquet-Courbet, Valérie Fointiat, du LPS, ça c'est mon laboratoire, moi-même, LPS, Séverine Alimi, du laboratoire de psychologie sociale, Robert Vincent Joule, bien sûr, et Lionel Souchet. Et puis, nous avons aussi des doctorants qui travaillent actuellement sur ces thématiques-là. Bien, tu peux passer. Alors, juste pour aller très vite, parce que je sais qu'il faut aller très vite, c'est pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche des recherches un petit peu que nous sommes en train, ou que nous avons déjà réalisées surtout. On a pas mal travaillé sur la maîtrise de l'énergie, en association avec la région PACA. Alors, le logo n'est plus d'actualité, on est d'accord, c'est Région Sud, hein, c'est un vieux logo. Donc, on a travaillé sur la maîtrise de l'énergie carrément dans des villes, dans des villages, où on a mis en œuvre des actions de communication engageantes dans le but d'amener les habitants de ces villes et villages à réduire leur consommation électrique. On a aussi travaillé dans le cadre de l'association avec des écoles primaires. Alors là, c'était une étude qui a été faite en 2004 ou 2005 par Vincent Joule, des écoles primaires avec donc les enfants, les instituteurs, les parents d'élèves, etc. Et donc là, pour l'occasion, plus de 700 élèves avaient été mobilisés avec 18 enseignants, il y avait 2-3 écoles. Et donc, là aussi, dans le but d'amener donc les foyers à réduire leur consommation d'électricité. Alors, je n'ai pas mis le pourcentage, mais on était de l'ordre de 8-9% d'économie là aussi. Tu peux passer. Voilà. On a pas mal travaillé aussi dans le cadre des mobilités durables. Par exemple, amener les habitants d'un quartier de la ville de Besançon à prendre le bus plutôt que la voiture. Ça, c'était une action qu'on a menée il y a quelques années lorsque j'étais en Franche-Comté.
On a travaillé, ça c'est une étude qui a été réalisée par Françoise Bernard à Marseille, sur les plages, comment amener les Marseillais à garder leurs plages propres. Donc, on a utilisé la méthodologie expérimentale. Hein. Dans un cas, il y avait donc une plage, 3 plages différentes, et puis 3 traitements expérimentaux différents. Première plage, eh bien, on regardait ce que faisaient les baigneurs, sans intervention. Deuxième plage, on utilisait la communication dite classique, c'est-à-dire qu'on allait les persuader de faire attention de ne pas salir la plage sur laquelle donc, ils se reposaient. Et troisième condition, c'était on va faire de la communication engageante, c'est-à-dire qu'on va essayer de les persuader et de les engager en même temps. On avait certains indicateurs, certaines mesures, comme par exemple les mégots sur le sable, comme par exemple des choses qui salissent un petit peu tout ce qui est, on va dire, au niveau de la plage. Et on s'aperçoit qu'avec les techniques de communication engageante, on obtient des résultats tout à fait différents, tout à fait intéressants, qui sont, on va dire, qui vont dans le sens de la protection de l'environnement. Ce sont bien sûr des résultats significatifs sur lesquels donc on a beaucoup écrit et sur lesquels on revient souvent, puisque ce sont quand même des résultats qui ont satisfait la mairie de Marseille. Vous pouvez passer, tu peux passer. Donc là aussi, c'est une étude, alors je vais aller assez vite, mais c'est une étude, on va dire, de communication engageante numérique qui a été menée par donc Didier Courbet et Séverine Halimi. Alors là, c'était toujours pareil, dans le but de consommer moins d'électricité, en collaboration avec l'ADEME. Ces 2 auteurs, ces 2 chercheurs ont conçu des dispositifs numériques donc de communication engageante avec acte préparatoire versus sans acte préparatoire. L'acte préparatoire consistait à déplacer la souris sur des lampes, des ampoules, pardon, et de cliquer sur les ampoules à remplacer. Et en termes d'engagement, donc il était demandé, donc c'est le panneau de droite, d'amener, donc il était demandé aux individus de signer l'engagement selon lequel ils s'engageaient à changer ces ampoules. Donc, vous voyez qu'il suffit donc simplement de laisser son nom, son prénom et la ville dans laquelle on réside et de se dire oui, je m'engage. Et ça suffit à engager les individus et donc à changer de comportement. Alors, j'ai plus les résultats en tête, hein, mais là aussi, on observe des différences significatives entre une condition contrôle où eh bien, on n'a pas d'engagement ou de communication engageante et une condition où on utilise la communication engageante. Alors je vais aller assez vite puisque ce sont des expérimentations, des études qui ont été faites sur le terrain. Donc, on a une étude qui a été faite sur la collecte du verre dans la ville de Pau par Lionel Rodriguez, qui est dans la salle, Fabien Girandola, moi-même et Rachel Jouan. Là aussi, par les techniques de communication engageante, on obtient de très très beaux résultats sur des quartiers différents de la ville de Pau. Et les résultats vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise la communication engageante, comparativement à un quartier où on n'utilise pas la communication engageante, eh bien, on voit la collecte de verre s'envoler. Je crois que c'était l'ordre de plus 57% de collecte de verre en plus en situation de communication engageante comparativement à un contrôle. Diapo suivante. Là aussi, c'est une étude qui a été faite sur les aires d'autoroute. Il s'agissait donc d'amener les usagers des aires d'autoroute à trier leurs déchets. Donc, c'était les autoroutes du sud de la France. C'était une aire d'autoroute près de Nîmes avait été aménagée à cet effet. Et là aussi, dès qu'on utilise la communication engageante, eh bien, on observe des kilos des tris de déchets plus conséquents que si on n'utilise pas la communication engageante. Alors, je suis un peu frustré parce que j'aurais préféré rentrer dans le détail des experts, mais bon, je préfère vous présenter un petit peu comme ça un panorama, une palette des actions que nous avons menées. Nous avons travaillé aussi avec la ville de Toulouse, Toulouse Métropole et les restaurants de la ville de Toulouse, où là aussi, il était question d'amener donc les restaurateurs à proposer à leurs clients des doggy bags. Vous savez, les doggy bags, ce sont des boîtes dans lesquelles on peut mettre les restes du déjeuner ou du repas et les gens peuvent partir chez eux avec ces restes-là. Donc, on a travaillé là-dessus et là aussi, avec la communication engageante, eh bien, on augmente significativement le taux d'acceptation de ces doggy bags par ceux qui déjeunent ou qui font leur repas au restaurant. Enfin, on arrive
à une des dernières études qui a été faite très récemment sur la ville de Marseille, dans des quartiers précarisés de la ville de Marseille, où là, on a amené toutes des barres d'immeubles, on va dire, et leurs habitants à aller, ou en tout cas faire en sorte d'aller sur le tri des déchets. On a utilisé la communication engageante, on a utilisé des nudges, et là, toujours pareil, hein, dans le sens où on observe un effet, une mobilisation plus conséquente lorsqu'on utilise la communication engageante que lorsqu'on ne l'utilise pas. Je me permets de vous donner trois ouvrages à lire ou conseiller, dont la lecture est conseillée. Le premier, c'est Psychologie et développement durable, de Karen Weiss et moi-même. Le second, que vous connaissez très certainement, c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Jules Beauvois. Et le troisième, c'est Attitude et comportement, comprendre et changer, de moi-même, donc Girandola, et Valérie Fuentia, qui est au laboratoire de psychologie sociale. Je m'excuse d'avoir été trop long. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Bon, on va passer à notre troisième intervenante. Je vais vous faire vraiment vous brosser très rapidement son parcours. Son propos est plus intéressant qu'une vague hagiographie. Donc en fait, elle est productrice à impact et experte en mobilisation citoyenne. Elle a un parcours SCP, HEC Paris. Elle a travaillé beaucoup dans les médias, essentiellement dans le cinéma. Et depuis 2018, donc elle a monté une boîte de produits. Elle est à l'origine de la société de production qui s'appelle Imagine 2050 et du mouvement On est prêt. Vous avez vraisemblablement croisé certains des contenus qu'elle a produits, elle, et puis avec d'autres bien sûr. Hein. Donc du type Nous y sommes, Call for Nature, toutes les vidéos dont On est prêt, Il était en coproduction avec Arte, Résister et créer au Festival de Cannes 2019 avec Cyril Dion ou La Fabrique des récits avec Spark News. Donc elle va rentrer un peu plus dans le détail de son action et je lui laisse la parole, c'est beaucoup plus intéressant. À toi, Magali. Merci beaucoup, David. Il n'y a pas de quoi. Tu me fais signe quand tu veux que je lance les vidéos. Ouais, d'accord. Comme on a 15 minutes, je réfléchis à comment je vais dimensionner le on déroulé. A commencé un peu en retard, donc tu peux déborder un tantinet. Ça va, je vais essayer de tenir, c'est gentil. Donc, en fait, l'objectif du mouvement On est prêt, initialement, c'est vraiment de coordonner des créateurs vidéo qui souhaitent avoir de l'impact, les coordonner entre eux, les coordonner avec des experts en amont et puis avec des faiseurs en aval. En fait, moi, je viens initialement du cinéma et depuis 2006, je m'intéresse beaucoup au cinéma impact avec une inspiration qui est aux États-Unis qui s'appelle Participant Media. C'est eux qui ont fait le film Good Night and Good Luck, Une vérité qui dérange d'Al Gore, plein d'autres dont certains ont eu des Oscars. Et donc, eux, ils ont une réelle réflexion sur comment nourrir le contenu des films dans un premier temps, donc comment choisir les sujets et qu'ils soient porteurs de solutions. Et dans un second temps, comment faire passer les spectateurs de la vue à l'action. Et notamment, une fois que le spectateur est allé au cinéma, a vu le film, eh bien, on lui propose via un site internet des actions très concrètes pour le faire passer à l'action. Donc ça m'a beaucoup inspirée en 2006. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le cinéma d'engagement. Puis j'ai travaillé au Festival de Cannes, chez Canal+. Chez Canal+, j'ai découvert quand on a absorbé un multi-channel network qui s'appelle Studio Bagel et quand on a commencé à développer nos multi-channel network chez Canal+, avec YouTube. Donc j'ai découvert à ce moment-là la puissance d'Internet et la manière dont ça pouvait vraiment être complémentaire au cinéma et à la télé. Et donc, de là est né en fait le mouvement On est prêt. Et donc, dans le mouvement On est prêt, je vous parlais de créateurs vidéo tout à l'heure. Je me suis d'abord focalisée sur les créateurs vidéo sur Internet parce que ça me semblait beaucoup plus agile, à moindre coût, donc beaucoup plus facile d'accès. Sans parler du fait qu'on peut cibler de manière très précise des communautés. Donc, j'ai décidé de me focaliser sur Internet avant de éventuellement reprendre des activités sur le cinéma, les documentaires, les séries. Voilà. Et donc,
Le pari de départ, Céline parlait de bruit tout à l'heure, le pari de départ, c'était justement de constater qu'il y avait un bruit gigantesque en France dans les médias, qu'il y avait plein de voix qui essayaient de se faire entendre, souvent sur des mêmes sujets. Et donc, ça me semblait très dommage parce qu'il n'y avait pas de coordination en fait, de toutes ces voix. Et je me suis dit, si on arrive à coordonner ces voix à un même moment, à leur faire porter le même message, alors peut-être qu'on arrivera à dépasser le bruit ambiant et à dépasser la cacophonie. Et partant de cette envie-là, j'ai commencé à aller voir des créateurs vidéo. Donc, c'est pour pas dire youtubeurs et instagrammeurs. Hein. Je dis créateurs vidéo, mais ça veut dire créateurs vidéo sur YouTube, Instagram et Facebook. Donc, j'ai commencé à aller en voir certains et je leur ai proposé de participer à un écosystème intelligent, un écosystème qui permettrait cette intelligence collective sur divers sujets afin de faire émerger des nouveaux imaginaires et les actions pour les faire émerger, pour les concrétiser. Et donc, début 2018, en fait, j'ai commencé à discuter avec certains de cette idée d'organisation. Et j'en ai réuni une quinzaine chez moi le 3 juin 2018. Et à ce moment-là, on a évoqué plusieurs sujets de campagne potentielle. Et le sujet qui a été choisi comme première campagne test, quelque part, ça a été de faire une campagne sur le climat. On anticipait qu'à ce moment-là, qu'il y aurait une fenêtre médiatique entre octobre, parce qu'il y avait un rapport du GIEC très important qui sortait en octobre, et puis la COP23 en décembre. Donc, on avait anticipé qu'il y aurait 6 semaines de fenêtre médiatique. Mais à partir du moment où on avait choisi le sujet, restait à construire toute la campagne. Et notamment, trouver le bon call to action, donc la bonne action engageante. Et donc, à la fin de cette journée, les créateurs m'ont dit, Banco, on est super partant pour ton écosystème, on est super partant pour cette première campagne sur le climat, donc on se revoit dans un mois et tu nous dis ce qu'on porte comme message, comme action commune. Donc là, moi, j'étais pas du tout une experte du climat et je me suis dit, je vais aller voir les experts, ceux qui savent, pour qu'ils nous nourrissent et qu'ils nous rendent intelligents sur cette campagne et que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau. Et donc, je suis allée voir des experts du GIEC, je suis allée voir des ONG et c'est en faisant cette investigation-là que j'ai découvert Valérie Cabanès et Marie Toussaint qui avaient fondé l'association Notre Affaire à tous et qui m'ont expliqué les droits de la nature, la notion du crime d'écocide, ce qui s'était passé aux Pays-Bas en 2015 avec ces citoyens qui avaient attaqué l'État. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à tenter, quelque chose à tester qui n'a pas encore été fait au niveau juridique. Et j'ai proposé aux créateurs de construire la campagne autour de leur action à elles. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, en fait, les 15 créateurs du départ, qui permettaient de toucher à peu près 2 millions de personnes à cette époque-là, sont devenus 30, puis 40. Ça, c'était juillet, juste avant les vacances. Et on continue à réfléchir aussi à comment porter cette campagne auprès du grand public en plusieurs étapes, avec des actes préparatoires, justement. Et donc cet été-là, ça a été un été de grande canicule. Tout le monde est parti en vacances. Et puis, au retour des vacances, Nicolas Hulot nous a fait la surprise de sa démission. Et à ce moment-là, il y a eu un vrai sursaut citoyen avec beaucoup de gens qui avaient envie de contribuer et qui se trouvaient complètement désemparés, qui ne savaient pas quoi faire. Et là, ça, ajouté au fait que les créateurs avaient commencé à parler à leurs amis, en fait, ils étaient devenus à ce moment-là une 60aine. Donc, ça y est, on avait dépassé un seuil qui commençait à faire effet boule de neige. Et à ce moment-là, il y a eu une toute première initiative, Il est encore temps, avec un noyau dur de créateurs particulièrement engagés qui, eux, ont proposé des actions plutôt radicales. Et du coup, on s'est coordonnés pour que dans un second temps, du coup, ils avaient ouvert la voie quelque part d'un point de vue médiatique. Et dans un second temps, ça permettait du coup de décomplexer ceux qui étaient encore un peu frileux pour parler de ces sujets-là et les embarquer dans l'aventure.
sachant que dans les créateurs, il y en avait beaucoup qui étaient écolos, qui étaient végétariens, mais qui n'osaient pas en parler. Qui n'osaient pas en parler parce que c'était des sujets très polémiques, qui ne savaient pas forcément comment le faire, ils sont particulièrement exposés au harcèlement et au bashing, spécialement les youtubeuses. Donc, il y avait une timidité individuelle qui, quand ils se sont retrouvés en groupe, a pu être dépassée. Parce qu'en fait, il y a eu un effet de groupe qui a commencé à se créer et qui leur a permis de se donner du courage les uns aux autres, et ils se sont sentis véritablement entourés. Et donc, la campagne qu'on a finalement lancée sur le climat, ça a été une campagne sur 30 jours, qui était typiquement une campagne d'actes préparatoires au défi final. Ça a été une campagne où chaque jour, pendant 30 jours, on proposait un défi aux communautés de tous les créateurs, donc à tous les créateurs eux-mêmes et à leur communauté. Exemple, le jour 1, on a proposé à toutes les communautés, donc c'est un créateur à chaque fois qui portait le défi, donc un créateur proposé sur Internet, donc Instagram, Facebook, Twitter, voilà. Donc un créateur proposait en jour 1 de nettoyer sa boîte mail parce que Internet, à l'époque, c'était l'équivalent du 6e pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Le jour 2, j'abandonne les bouteilles en plastique pour passer à la gourde, donc j'adopte une gourde, et ainsi crescendo pendant 30 jours. Au milieu du défi, au milieu des 30 jours, on a interpellé les maires des villes pour adopter des repas bio, locaux et végétariens dans les cantines. Et le grand défi final, c'était donc l'affaire du siècle, à savoir attaquer l'État en justice pour inaction climatique. Et le propos était de dire on a fait ce qu'on a pu à notre niveau, on a montré l'exemple, on a montré qu'on était prêt, mais ça ne suffit pas. Aussi, maintenant, on demande à l'État de prendre ses responsabilités. Donc ça, c'était le propos. Et en fait, pendant tout le défi, en fait, on a vraiment décidé d'avoir une tonalité surtout pas culpabilisante. C'était très important pour nous, et ça, Céline l'a dit tout à l'heure, c'était très important pour nous de montrer la vulnérabilité de ces créateurs. Et en fait, chaque jour sur Instagram, ils se montraient en train de faire les actions chez eux, dans leur intimité. Donc, ils se montraient en action, soit à réussir, soit à galérer, voire à échouer. Et c'était super important de montrer que on ne peut pas y arriver du jour au lendemain, qu'on n'est pas parfait, et que pour autant, malgré nos imperfections, il faut faire ce qu'on peut. Et on fait ce qu'on peut et on valorise ça. C'est-à-dire qu'on valorise de faire à notre échelle ce qui est possible, parfois en se plantant, et en fait, on s'encourage et on continuait à s'encourager les uns les autres, que ce soit les créateurs entre eux ou bien les communautés, avec toute l'équipe d'On est prêt qui était derrière. Donc ce discours sur la faillibilité, c'était super important pour nous. Il y avait un autre point qui était le point de la légitimité, c'est-à-dire qu'au début, il y a plein de créateurs qui nous ont dit « mais moi je suis absolument pas légitime pour parler de ces sujets-là, j'y connais pas grand-chose, et je continue à prendre l'avion, ou alors je mange de la viande ». Et en fait, ils expliquaient qu'ils n'étaient pas légitimes par manque de connaissances et par leur comportement. Et donc là, on a demandé l'aide des scientifiques et d'autres personnalités très légitimes sur les questions d'écologie, pour leur expliquer que eux non plus, en fait, n'étaient pas parfaits. C'est-à-dire que même les scientifiques du GIEC polluaient, enfin, que tout le monde polluait, et que pour autant, on avait vraiment besoin de leur voix en tant que haut-parleurs, parce que les scientifiques n'arrivaient pas à faire passer leur message au plus grand nombre. Et que donc leur rôle était primordial. Et les scientifiques ont d'ailleurs été là pendant toute la durée de la campagne, avant, après, pour nous aider à construire les messages des vidéos et pour nous aider à répondre aussi à certains buzz, good buzz ou bad buzz qu'il y a pu y avoir dans les médias. Donc en fait, tout le récit médiatique a été backé, accompagné par des scientifiques experts de toutes ces problématiques-là. Et ça, c'était indispensable pour nous. Voilà, donc il est déjà 28.
Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? En fait, suite à cette campagne-là, donc Affaire du siècle, il y a eu une réaction du gouvernement sur on fait déjà tout ce qu'on peut, mais la France n'est pas prête. Regardez, quand on essaye d'appliquer des lois écolo, eh bien, on a les gilets jaunes dans la rue. Donc, il y a deux France qui s'opposent. Nous, on est impuissants face à ces deux France qui s'opposent. Donc, à ce moment-là, dans les très grandes lignes, on est prêt avec le collectif des Gilets citoyens, Cyril Dion, Mathilde Imer, Priscilla Ludowski. En fait, on a été plein d'entités, de personnalités à opérer un mouvement de convergence entre les mouvements écolos et sociaux, justement pour en expliquant que la crise des Gilets jaunes, c'était quelque part la première crise de social-écologie et qu'il y en aurait d'autres et que les plus défavorisés étaient en première ligne sur ces sujets-là. Et ça a permis au collectif des Gilets jaunes de négocier avec le gouvernement la Convention citoyenne pour le climat. Et donc la Convention citoyenne pour le climat, donc Cyril Dion en était garant, Mathilde Imer, qui était dans la première campagne, fait partie du comité de gouvernance, des 15 personnes dans le comité de gouvernance. Et donc on a beaucoup aussi médiatisé cette convention. Et au mois de juin dernier, on a également sorti une nouvelle campagne qui s'appelle Imaginons le fait, donc qui fait appel à l'imaginaire. Imaginons le fait, c'est-à-dire imagine, on applique les 150 propositions des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, imaginez, Emmanuel Macron tient sa promesse de passer sans filtre ses propositions au Parlement en mesure réglementaire ou en référendum. Parce qu'en effet, Emmanuel Macron avait donné cette promesse à plusieurs reprises devant médias, de passer ces mesures sans filtre. Et donc, à ce moment-là, on a monté une petite campagne en 3 semaines avec Cyril Dion et surtout pour l'association des 150. Donc, autour de cette vidéo qui a fait à peu près 5 millions de vues, avec un site internet qui permettait d'écrire un email à Emmanuel Macron en lui demandant de tenir sa promesse, et avec des ONG et des entreprises qui montraient leur soutien aux propositions des 150 citoyens. Voilà, je vous remercie. Merci à toi. Dommage que ça s'arrête comme ça, si abruptement. On va prendre quand même quelques minutes pour les questions, si vous n'ayez pas d'inconvénient. On a pris le petit quart d'heure provençal, on peut le prendre aussi dans l'autre sens. Est-ce que, Fabien, tu es toujours là? Oui, je suis là, bien sûr. Ouais. Il y avait des questions qui t'étaient adressées. Alors, par contre, j'ai pas noté qui les posait. Je suis désolé, mais quelqu'un demandait si les pourcentages que tu présentes au tout début de tes slides, ils sont applicables dans toutes les cultures et ou nationalités, ou si ça avait été, ça ne vaut que très localement finalement. Tu sais, sur les ramassages et l'engagement. Alors, là, je pourrais en parler des heures et des heures. Alors, on va résumer 130 secondes, ça va être difficile. Alors, voilà, donc ce sont la théorie de l'engagement, la communication engageante, ce sont des théories qui sont issues un petit peu de l'esprit nord-américain, nord-européen. Donc, on aurait tendance à dire effectivement que ça fonctionne mieux. Vous m'entendez? Oui. Ok, on aurait donc tendance à dire que ça fonctionne mieux dans un esprit un petit peu nord-américain, européen, voire libéral. Pourquoi pas? Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Alors, on a été quand même amené à faire pas mal d'études sur la communication engageante dans différents milieux, dans différents environnements. Et je prendrai pour exemple la dernière étude que nous avons réalisée à Marseille. Alors, c'est vrai que c'était dans des quartiers, on va dire, où coexistaient des communautés. Et nous avons travaillé, nous avons appliqué la communication engageante sur l'ensemble des habitants. Mais il est évident que cette communication engageante-là était destinée à différentes nationalités. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons traduit nos brochures. Nous avons traduit nos brochures dans les langues
des habitants. Nous avons adapté parfois certaines procédures aux représentations sociales dans lesquelles vivent ces personnes-là, c'est-à-dire la façon dont elles perçoivent les choses, la façon dont elles vivent les choses et la façon dont on essaie de partager leurs habitudes et savoir un petit peu quelles sont leurs habitudes au départ. Donc, on essaie, si vous voulez, d'essayer de profiler autant que faire se peut les messages à notre type de population en ce qui concerne la persuasion, la communication persuasive. Par contre, tout ce qui concerne les actes engageants, eh bien, ce sont des actes engageants qui, on va dire, sont un petit peu transversales, que l'on peut adapter selon la population sur laquelle on est amené donc, à étudier, voire sur laquelle on est amené à travailler. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de procédure, on va dire, standard sur laquelle on applique ça de telle manière sur telle personne ou sur telle personne ou sur tel groupe de personnes, mais il y a des particularités que l'on peut bien sûr adapter selon les personnes que l'on a en face de soi. Ne serait-ce que je viens de le dire pour le message que l'on peut profiler ou voir sur les actes, déjà essayer de faire quelques entretiens non directifs s'il faut, pour savoir un petit peu comment les gens se représentent les choses, comment ils se représentent l'objet sur lequel on veut travailler, et adapter en fonction. Ça nous est arrivé pas mal de fois, à passer par des entretiens et ensuite essayer de voir comment on peut monter des procédures de communication engageantes. Je terminerai mon propos, si j'ai encore 30 secondes, en disant que, et là j'ai peut-être une perspective un peu plus large interculturelle, on travaille beaucoup aussi sur la psychologie interculturelle, sur l'interculturalité, et on a montré par exemple que des procédures que nous utilisons très fréquemment en France, voire en Europe ou aux États-Unis ou au Nord-Amérique, ne fonctionnent pas dans d'autres pays, ne fonctionnent par exemple pas en Asie. Pour être engagé, il faut être libre, par exemple. Donc, on amène les gens à être libres. Hein. Tu fais comme tu veux, c'est à toi de voir, etc., pour les engager. La notion de liberté, on l'a expérimentée en Chine. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que lorsque vous dites à quelqu'un « tu es libre de faire ça, tu es libre de signer une pétition, tu es libre de trier tes déchets », ça ne passe pas. Donc, si ça ne passe pas, on n'obtient pas l'effet d'engagement. Et donc là, vraiment, on a un effet interculturel, sans problème. Donc là, oui, au niveau interculturel, on n'a peut-être pas les mêmes effets, il faut passer par d'autres procédures, on n'a peut-être pas les mêmes effets qui se répercutent de pays en pays, voire de culture en culture. Voilà, donc ça a été étudié. On a étudié ça aussi en Afrique. En Afrique, c'est idem, hein, selon le pays, selon, on va dire, le caractère libéral du pays, eh bien, on observe des effets plus ou moins importants, selon que les gens comprennent, ou en tout cas intègrent la notion de liberté ou pas. Alors, j'ai une liste de pays sur lesquels on a travaillé. Il y a des thèses de doctorat qui ont été faites là-dessus. On a travaillé en Russie, en Moldavie, où on observe des effets sensiblement différents selon les cultures et selon la façon dont les gens, ou en tout cas les individus, considèrent le concept de liberté. Parce que l'engagement est basé sur la liberté, je le rappelle. Hein. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas du tout, on laisse libre les gens de se comporter de telle manière. Alors, ça permet de rebondir sur une autre question pour Magali. Oui. Puisque la question qui se pose, c'est pensez-vous qu'une communication plus dure ou d'obligation serait plus efficace? Et la question est double, en fait, au vu de la situation d'urgence, pourquoi ne pas rendre obligatoire certaines choses? Alors, la théorie, enfin, si on travaille sur c'était pour Magali, mais après on peut vous passer la parole aussi. Ah pardon, excusez-moi. Pas de souci. Parce que je vois des choses à dire. Excusez-moi, je sais pas. Ouais, non, mais je me dis que Fabien est peut-être plus pertinent que moi sur le sujet. Non, pas du tout. Je pense qu'effectivement. La question n'a pas été posée à Fabien, il me semble, non? Ah, peut-être. Alors, j'ai peut-être mal vu, en fait. J'ai peut-être mal lu, effectivement. Il me semble bien que c'était à Magali. Ah ouais, non. Mais bon, peut-être qu'on peut prendre de toute façon l'avis des deux intervenants. C'est moi qui ai posé la question à Monsieur Gironda. Ah, pardon, désolé, j'ai mal lu. Mais les deux personnes, ça me va bien. C'est vrai que dans l'idée, c'était Monsieur Girondola, mais pourquoi pas la deuxième, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Magali, à vous l'honneur. Non, allez-y Fabien et je rebondirai éventuellement. Donc, le caractère obligatoire, je viens de le dire, hein, nous, c'est le concept de liberté qui est fondamental, c'est la notion de libre choix.
le sentiment de liberté qui est fondamental. Donc, si on oblige, eh bien, les gens vont se soumettre, principe d'autorité. Hein, vous mettez un camion de police à un rond-point, les gens vont marquer le rond-point. Vous enlevez le camion de police, les gens feront un petit peu comme ils souhaitent, hein, même si marquer le rond-point, c'est quand même bien intégré. Mais voilà, l'idée étant que le principe d'autorité fonctionne, c'est clair, mais vous enlevez l'autorité, ça risque de ne plus fonctionner. Donc, nous, notre credo, c'est de ne pas rendre obligatoire les choses, mais pour que les gens s'investissent eux-mêmes ou s'impliquent eux-mêmes dans des cours d'action minimalistes au début, puis maximum par la suite. Et ça, c'est très important pour nous. Puisqu'après, il y a des processus psychologiques qui vont se mettre en œuvre, que le processus d'internalisation, c'est-à-dire qu'on va internaliser ce qu'on a vécu. Si vous triez les déchets, ben, vous allez vous dire, ben, finalement, c'est bien de trier les déchets. Et un peu plus tard, le principe de naturalisation, si je trie les déchets, c'est que c'est peut-être dans ma nature de trier les déchets. Donc, d'où l'idée de garder, on va dire, de bannir tout ce qui est obligatoire, enfin, selon nous. Yes, je veux bien rebondir là-dessus. On l'a vu déjà avec les Gilets jaunes, quand des lois sont perçues comme étant trop injustes, ça peut aussi créer de grands désordres au niveau de la nation. Donc, en termes d'obligation, c'était vraiment tout l'objet de la Convention citoyenne de réfléchir justement dans un esprit de justice sociale. Et c'était justement l'idée de Cyril Dion que les idées viennent des citoyens et ne soient pas perçues comme venant du gouvernement. Parce qu'à l'époque, il y avait une étude de BL Evolution qui venait de sortir et qui justement faisait des simulations sur quels devraient être nos modes de vie pour tenir les 1,5 degrés. Et dans cette étude, mais ils expliquaient à quelle hauteur il fallait réduire le nombre d'habits qu'on achetait par an, à quelle hauteur il fallait réduire la viande, que pour le trafic aérien, on voyagerait beaucoup moins. Et ils proposaient un tirage au sort avec quelques centaines de milliers de personnes qui auraient le droit de prendre l'avion par an. Et en fait, cette étude, elle a fait un tollé même chez les écolos. C'est-à-dire que même les écolos ont trouvé cette étude liberticide. Et alors là, chez une partie des écolos, dont Cyril, on s'est dit, mais comment on va convaincre la population d'adopter de nouveaux modes de vie et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, le meilleur moyen, en France en tout cas, c'est que ce soit démocratique et que ça ne soit pas quelque chose d'imposé et d'obligatoire. Parce que les Français n'aiment pas ça. Donc dans d'autres pays comme la Chine, je ne sais pas. Peut-être que ça fonctionne différemment, mais en PNL, en programmation linguistique, il y a aussi un truc qui est que quand on nous interdit ou quand on nous oblige à faire quelque chose, eh bien du coup, on se focalise sur ce truc-là et on ne pense plus qu'à ça et qu'à le transgresser. Donc en fait, d'un point de vue psychologique, l'inconscient est fan absolu de la transgression. Voilà. Donc, c'est les deux points que j'ai à apporter sur ce point-là. Donc, c'est pour ça que nous, on essaye aussi vraiment d'inciter, de donner envie et de créer un élan autour de nouveaux imaginaires. Voilà. Ouais, je peux compléter juste... On arrive au bout du temps. Céline qui veut rajouter une petite... juste là-dessus, et on va conclure. En 2 mots, en fait, j'ai fait partie en fait des gens qui ont réfléchi, qui sont en train de réfléchir actuellement à l'interdiction qu'a proposée la Convention pour le climat, sur les produits publicitaires. Et je dois avouer qu'ils m'ont quand même, ils partent du principe, et ça me semble juste. Et du coup, je réfléchis beaucoup là-dessus actuellement. Donc, j'avais votre position, Fabien et Magali, mais ils ont dit, en fait, ils m'ont rétorqué, oui, mais c'est grâce au fait qu'il y a eu la loi Sapin et la loi Evin qu'en fait, on a modulé les changements de comportement par rapport au tabac et par rapport à la cigarette. C'est pas faux. Et j'ai essayé, moi, d'expliquer qu'en fait, effectivement, on est sur quelque chose qui est contraint et qui peut avoir des effets, en fait, pratiquement boomerang. Mais c'est pas faux non plus. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'en fait, c'est une réponse un peu de Normand, mais on est sur les deux voies en même temps qui sont nécessaires. Mais c'est vrai que certaines personnes, une interdiction pure et simple, ils ont l'impression que ça irait plus vite.
Du coup, moi, je ne sais plus. Et je suis en train de chercher plein de références pour pouvoir argumenter. Nous, en psycho, on a un effet qui s'appelle l'effet de réactance, qui fait que lorsqu'on oblige quelqu'un à faire quelque chose, cette personne-là risque de faire le contraire. En même temps, et voilà, c'est exactement ce que tu dis, on est sur un chemin de crête. Voilà. Est-ce qu'il faut interdire ou pas? Est-ce qu'il faut interdire les publicités envers la malnutrition malsaine chez les enfants? Et je sais qu'il y a un auteur dans la salle qui nous écoute là-dessus, Didier Courbet, qui a travaillé là-dessus. Peut-être qu'il faut peut-être interdire cette publicité-là. Voilà. Après, c'est un avis, on va dire, que l'on peut formuler. Est-ce qu'on est entendu? Ça, c'est autre chose. Qu'on l'interdise ou pas. Bon, on va s'arrêter là. On a dépassé allez, on va dire 10 petites minutes. Je tenais à remercier nos 3 intervenants tout d'abord, et puis à tous les participants d'être venus, d'avoir pris le temps de venir écouter cette petite conférence. Je ne sais pas quand est la prochaine. Le 27 janvier. Le 27 janvier. Donc, on espère vous retrouver tous. Le 27, on fera passer de toute façon les infos. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Il y en aura d'autres de prévues? D'autres conférences ou pas? Oui, il y a 1 à 2 conférences par mois. Ok. D'accord, super, très bien. Et les conférences, c'est toujours le mercredi de 12h30 à 13h30 pour que tout le monde puisse se libérer. D'accord, très bien, c'est gentil. Elles sont mises en ligne. En fait, les prochaines thématiques, c'est sur l'éducation et l'anthropocène. Il y aura également une conférence, je vois Béatrice qui est là, sur manager autrement. Il y a des conférences, un certain nombre donc Ingrid Mazzilli, sur tout ce qui est territoire et responsabilité sociale et environnementale et RH. Enfin voilà, on a des thématiques différentes. Olivier sur l'énergie. Donc on a des conférences thématiques qui sont prévues et systématiquement des regards croisés. Et on espère pouvoir laisser un peu plus la parole au public et à l'audience pour que ça se suive. Puis vous avez nos numéros, donc n'hésitez pas à nous rappeler après.